Bonjour, donc je suis Grégory Poincelet, président de la société Moodpoints, dont l'objectif est d'aider nos clients à développer leur résilience, donc clients publics et privés, via des conférences, des ateliers, de l'accompagnement, et président également de l'association Souris Children, qui est une manière d'alerter le grand public essentiellement, avec pas mal de second degré, des personnalités, un livre à venir, voilà, beaucoup de choses. Alors, les défis aujourd'hui, ils sont multiples, ils sont très urgents. Le premier, de notre point de vue, qui est le socle un petit peu de tous les défis, c'est le défi environnemental. C'est notre environnement qui nous permet de vivre, qui nous permet de nous développer. On est en train de le saccager depuis plusieurs siècles, avec une grande accélération de tout ça depuis les années 50. L'impact de nos actes dérègle le climat. Le climat stable dans lequel on est aujourd'hui depuis 10 000 ans nous a permis de développer l'agriculture, nos civilisations, et on est en train de le dérégler complètement. Donc c'est pas, quand on comprend dérèglement climatique, c'est pas la température perçue qui est importante. Il va probablement avoir une augmentation de la température, mais c'est surtout tout l'impact que ça a au niveau des phénomènes météorologiques, de l'agriculture, de l'eau disponible, des espèces invasives, des virus, des pandémies potentiellement. Et donc, il y a des boucles de rétroaction là-dessus dans lesquelles il faut pas qu'on reste. L'idéal, c'est de rester en dessous de plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc ça, c'est un défi énorme, le défi climatique, parce il devrait être réglé au niveau international. On voit qu'il l'est très peu, mais les conséquences vont vraiment être locales, avec des régions qui vont être beaucoup plus touchées que d'autres. On a ensuite, au niveau environnemental, tout ce qui est vivant, donc tout ce qui est déclin de la biodiversité. On est dans la 6e crise d'extension de masse des espèces, ce qui veut dire qu'on détruit de manière irréversible énormément d'espèces animales et végétales tous les jours. Au-delà de l'aspect plutôt moral, éthique, du fait qu'on n'a pas forcément de légitimité à détruire les autres espèces, on a besoin, nous, en tant qu'espèce humaine, de ces autres espèces, puisqu'elles nous fournissent des services écosystémiques d'approvisionnement, de nourriture, de cycle climatique, de cycle de l'eau. Et donc, on est absolument dépendant, interdépendant même, puisqu'on agit énormément dessus, de toutes ces espèces animales et végétales. Depuis, encore une fois, les années 50, ce qu'on appelle la grande accélération, tous les indicateurs sont au rouge sur la disparition des espèces, à la fois des populations animales et du nombre d'espèces. Il y a un autre grand défi qui est les ressources dont on dispose, notamment les ressources énergétiques. On est aujourd'hui basé à 80% sur des énergies fossiles au niveau mondial. Ça dépend des pays, bien sûr. En France, moins, puisqu'on a de l'énergie nucléaire, qui a d'autres problèmes et d'autres enjeux. Mais donc, on est extrêmement dépendant de ça. Qui dit fossile veut dire stock fini d'énergie. Donc, à un moment donné, il y a encore d'énormes réserves, mais à un moment donné, ça va être de plus en plus compliqué d'aller les chercher. Donc, on va atteindre un pic de production. Et là, va falloir gérer la décroissance énergétique. Et quoi qu'on arrive, c'est physique. On va être amené à gérer une décroissance énergétique. En termes d'eau également, l'eau potable. Donc, ressources en eau, ça, c'est un défi énorme. En 2030, l'ONU estime qu'il y aura à peu près la moitié de la population mondiale qui sera dans une situation de stress hydrique. Les ressources en minerais. Donc, les minerais, terres rares, c'est ce qui permet le développement de toutes nos technologies. C'est ce qui permet également le développement des énergies renouvelables, qui petit à petit devraient prendre le pas sur les énergies fossiles. Donc, problème au niveau des ressources qui font marcher toute la machine économique et donc sociale, puisqu'aujourd'hui, une grosse partie du care, entre guillemets, est basée sur l'économie. Donc, il y a également, en effet, un défi économique majeur à relever avec une répartition de la valeur créée qui devrait pouvoir quand même, à un moment donné, être un petit peu plus juste, pour sortir d'une situation où on a une trentaine de personnes qui détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité, les tensions sociales, un nouveau grand défi qui va être également un défi politique. Donc, comment on gère tout ça, comment on gère toutes ces situations-là. Et le plus gros défi, en fait, de mon point de vue, c'est le défi culturel. Donc, comment on arrive tous à faire évoluer notre culture plutôt que notre biologie. On n'est pas dans une période d'évolution biologique, on est dans une période d'évolution culturelle. Alors, les points de rupture,
on se base énormément sur une étude du Centre de résilience de Stockholm qui a identifié des grandes limites planétaires, donc des grands domaines, des grands sujets qui sont indispensables à notre vie sur Terre. Et 4 de ces 9 limites ont déjà été dépassées d'après leurs calculs et leurs estimations, à savoir la biodiversité génétique, le dérèglement climatique, l'occupation des sols et les cycles du phosphore et de l'azote. Donc, on a déjà dépassé certains seuils. Le problème, c'est que tout est extrêmement connecté. Il faut avoir un raisonnement systémique et l'impact de l'un a des effets sur tout le reste. Donc, tout est extrêmement connecté. Et dans les systèmes complexes, comme ça, ils résistent très bien au stress. Donc, le stress, c'est tout ce qu'on a vu avant. C'est l'augmentation du climat, c'est les phénomènes extrêmes, c'est la perte c'est tout l'impact de notre activité humaine. Donc, les systèmes complexes résistent bien au début. Et à un moment donné, il y a des effets de rupture avec des emballements. Et c'est pour ça qu'on parle de potentiel effondrement de notre société sur une période assez courte et dans un laps de temps assez court également. Donc, on ne parle pas là des générations futures, on parle vraiment de notre génération, de nous, de nos enfants. La résilience, c'est notre capacité à absorber les chocs qui arrivent et à évoluer pour continuer à se développer et pouvoir vivre sereinement. Donc, c'est à la fois un idéal, parce qu'on ne sera jamais complètement résilient, c'est une démarche de transformation permanente, et c'est à la fois un plan d'action qui peut être très concret et qui peut permettre également d'atténuer énormément nos impacts. Parce que quand on se met dans la perspective de s'adapter aux bouleversements qui arrivent, on réduit déjà notre impact pour être moins dépendant du système globalisé basé sur les énergies fossiles. Donc, c'est plus léger, donc on vit avec moins. Et on coopère beaucoup plus au niveau local. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes dimensions. Pour moi, c'est plus d'autonomie au niveau alimentaire, énergétique, économique, financier sur un territoire et beaucoup plus de coopération également à l'intérieur du groupe et avec les autres groupes locaux. L'effondrement, c'est le choc qui peut arriver de manière assez brutale. Et la résilience, c'est justement une manière de réagir. C'est un entraînement, en fait, la résilience. C'est un entraînement qui fait que quand le choc arrive, on va réagir le mieux possible. Donc aujourd'hui, continuer juste à essayer de baisser notre impact, donc c'est-à-dire en gros le développement durable des années 90, c'est bien, c'est nécessaire, mais quand on se met dans une démarche de résilience, de fait, on baisse déjà notre impact et en plus on se prépare vraiment à vivre avec beaucoup moins, avec un système climatique déréglé, avec des pratiques agricoles qu'il faut changer, beaucoup moins d'accès aux énergies fossiles. Voilà, donc c'est vraiment une préparation qui peut se faire de manière tout à fait concertée, dans le calme, parce qu'on n'est pas encore dans les périodes de gros troubles et de grosses tempêtes. Donc, on est encore en capacité, là, de s'organiser pour le faire. Plus on attend, plus ça va être compliqué. Alors, l'image que j'ai en tête quand on parle de dérèglement climatique, il y en a deux. Il y en a une qui est assez dure, mais qui me semble néanmoins assez réaliste. Ça va être un petit peu une dystopie du style Les Fils de l'Homme, où on est dans un système politique très dur, avec des factions rebelles qui se battent pour des ressources, qui se battent pour pas mal de choses. Bon, c'est la vision un petit peu négative. La vision positive, je suis plutôt sur des biorégions, donc des systèmes politiques économiques qui se sont organisés un petit peu en dehors des États, en dehors des méga structures politiques, et qui permettent aux gens sur une région de vivre en autonomie avec les ressources dont ils disposent, et où globalement il y a de l'intelligence collective qui a émergé, il y a des systèmes politiques beaucoup plus intelligents, moins pyramidaux. Et voilà, ça c'est plutôt ce qui m'intéresse, et ce vers quoi je préférais qu'on aille.